Ah bah je pense que c'est des pouvoirs mais c'est vrai je vais rester là. Et alors, moi je trouve le orange et pour les Elle aime travailler. Ah oui, oui, mais c'est pas question non mais si tu es, tu vas manger le reste. Non mais après ça. tu vois, c'est moi j'adore cette route, elle est très gentille. C'est un peu contraignant. En étant printemps ici, ça va. Parfois 2 fois, à vous avez massé et ici. Non, je veux d'abord remercier quand même les personnes qui ont préparé cette journée qu'on appelle fête. Hein. Donc il y a d'abord une absente, Laurence Benoît, qui donc a le Covid. J'espère que c'est la fin du Covid, mais elle avait tout préparé avec André Lissegui. Et puis, avant-hier, elle a vu qu'elle n'était pas disponible. Donc, bon, nous la remercions néanmoins parce que toutes les deux, elles préparent cela. Il faut demander les autorisations, tout ça, depuis 2 mois. Il y a donc André qui est là, heureusement, André Lissegui. Il y a le mari d'André, Marc, qui est là. Il y a aussi, qui ont préparé cette journée, vous allez les entendre, Geneviève Selaï et Maurice Morga. Et à tous les autres, comme la famille Guibaud, Martine et Jacques, qui sont toujours là. Qui est entre parenthèses, Jacques, qui s'est blessé un peu ce matin en transportant un cadeau qu'on nous a fait. Oui, ça c'est rare. Monsieur Mournet, qui était le
député. Il ne l'est plus. Donc il avait sa permanence là, 13 place du Foirail. Donc il nous a téléphoné hier en disant voilà, je ferme ma permanence. Si vous voulez, je vous donne ma photocopieuse couleur Xerox, là, c'est important. Donc aussitôt, j'ai téléphoné à Jacques et André, qui sont venus, et ce matin, Jacques et Martine ont pris le photocopieur et l'ont installé ici, au secrétariat. Il a l'air très moderne, mais enfin, j'espère qu'il ne va pas nous coûter cher d'entretien. Toujours pareil. Bon, parenthèse fermée. Donc, je veux aussi dire combien nous sommes heureux, il n'y a pas que moi, hein, j'ai discuté avec pas mal de monde tout à l'heure, de voir des têtes nouvelles. On a l'impression quand même d'un renouvellement en cours. Hein. Ce matin, au Jardin Massé, donc j'ai demandé aux personnes qui viennent d'arriver de lever la main, et à peu près, il y en avait 30 sur 80 à peu près, vous voyez. Donc c'est quand même beau, ce recrutement nouveau, ça montre que ce que nous proposons intéresse, et la manière dont nous agissons ne déplaît pas. Donc tout ça est très positif. J'en profite pour vous dire qu'à l'heure actuelle, à la seconde, nous sommes donc 977 adhérents. Voilà. L'an dernier au plus fort effectif, c'est-à-dire en janvier-février, donc à la fin de l'année universitaire, nous étions 972. Donc là, aujourd'hui, nous sommes donc 977. Donc on a dépassé. Par conséquent, on peut espérer que durant cette fin de mois de septembre, on y est arrivé à la fin, mais au mois d'octobre, où il y a quand même pas mal d'adhésions, peut-être qu'on arrivera à 1000 certainement. Vous verrez un flash info spécial avec un bouchon de champagne, pas un bouton, et qu'on arrivera à 1050, 1100, ce serait très bien. D'un point de vue équilibre financier, ce serait très bien, 1100. Bon, voilà, donc tout ça est positif. Merci bien sûr à ceux qui ont fait connaître l'UTL, notamment à Mille Parti, mais on peut quand même le remercier, à Thomas Girard, qui a organisé les marchés, hein, c'est-à-dire que si vous allez au marché maintenant, vous voyez 2 ou 3 individus avec des t-shirts UTL en train de vendre le produit. Et c'est bien, c'est bien. Comment ? Oui, il y en a à vendre aussi, les t-shirts, oui. Oh, c'est pas qu'on fait un gros bénéfice par rapport au prix d'achat. Mais il y a 3 tailles, c'est à vendre. Donc vous pouvez les acheter l'après-midi, puisque le secrétariat est ouvert l'après-midi de 14h à 17h. Bon, donc ceci c'est dit. Ensuite, après je vous laisserai la parole, puisque normalement, on a créé cette petite habitude, c'est que lors de la fête, il y a quand même un échange entre nous qui ne peut pas se faire toujours. Donc, si vous avez des questions à poser, ce sera le moment. Non, je termine simplement pour annoncer il y a des petits bouleversements au niveau des langues. Bon, ça c'est pas un gros bouleversement. Karine Hahn, qui est le professeur d'allemand, bon, elle a eu un deuil dans sa famille, elle a perdu sa maman en Suisse, donc elle a dû se rendre là, et elle ne reprendra pas ses cours la semaine prochaine. Donc il y a un décalage pour ceux qui font allemand. Bon, ensuite, pour l'anglais, alors c'est plus compliqué. Alors je vais commencer par dire une bonne nouvelle. On s'est aperçu donc que les inscrits au groupe de débutants en anglais, avec Madame Navarro, dépasser 70-80. Donc c'est pas possible. Donc on a décidé de demander à Madame Navarro, qui a accepté, de faire un second groupe. Je parle des débutants, hein, de l'anglais débutant. Donc il y aura un second groupe, ce sera le lundi en suivant le premier groupe. Bon. Ensuite, en anglais, donc, l'autre enseignante, c'est donc Madame... Madame ? Oui, Célérier, excusez-moi. Dany Célérier.
C'est un trou. Bon, donc elle souffre, elle s'est cassé quelque chose au niveau du bras. En tout cas, elle ne peut pas conduire, elle ne peut pas se déplacer. Donc elle est en congé de maladie durant tout le mois d'octobre. Donc les cours de Madame Sellerier, c'est-à-dire donc l'anglais c'est B1, enfin tous les 4 groupes de Madame Sellerier, donc Madame Sellerier ne sera pas là. Mais c'est quand même gênant, bien sûr pour elle et tout, hein, nous déplorons cela. Mais pour les adhérents, c'est gênant aussi d'avoir un mois sans cours. Alors on a demandé à Madame Navarro de remplacer Madame Sellerier pendant le mois d'octobre. Mais les cours que Madame Navarro ne pourra pas les donner exactement aux mêmes heures prévues par Madame Sellerier. Donc, vous aurez tout ça par un flash info, hein, mais voilà, c'est relativement clair pour l'anglais. Bien, sinon, pas de... et un mot pour l'art plastique, parce qu'il y a eu un petit affolement. Un groupe d'opposition s'est formé, paraît-il, sur WhatsApp, pour protester contre les bruits qui couraient. Bon, d'abord, on nous a dit... vous avez changé de jour. C'était le mercredi, maintenant c'est le jeudi. Non, c'est ça. C'est ce jeudi. Maintenant. Oui, le jeudi. Bon, on n'a rien changé, nous, c'est-à-dire nous, l'administration. On ne change rien sans l'avis des enseignants. Bon, donc c'est M. Falgas qui a demandé à changer de jour. Bon, hein. Donc ça a contrarié certaines personnes. Il a d'ailleurs prévenu. Hein, bon, il vous avait prévenu. Mais ensuite, deuxièmement, le nombre, les listes qui étaient établies, les cadres établis d'après la SOConnect, là c'est l'association avec laquelle on travaille en informatique. Bon, il y a eu un petit bug, c'est-à-dire qu'en art plastique, on a arrêté à 30 le nombre des inscrits, à 30. Alors que M. Falgas crée à deux groupes qui se suivent le jeudi. Donc 2 groupes qui peuvent aller de au moins 25, et même un peu plus, jusqu'à 30. Donc ça fait au total 2 fois 30 ou 2 fois 25, entre 50 et 60. Donc il y a des personnes à qui on a dit « Ah non, vous n'allez pas pouvoir vous inscrire en art plastique ». Ben, je les rassure. Ils ont d'ailleurs été rassurés, je crois, par un mail qu'ils ont reçu, mais je le redis. Donc, les personnes, les adhérents qui voulaient faire art plastique peuvent tous le faire à peu près. Ils n'ont qu'à se présenter en art plastique. Puis vous savez comment c'est, au premier cours, il y a beaucoup plus de personnes qu'au cours suivant. Hein. Donc, c'est pas... Voilà. Bon, c'est tout. Après, pour le reste, Tai Chi, Qigong, c'était limité, donc ça reste limité. Mais vous pouvez toujours tenter votre chance auprès du professeur. Hein. C'est le professeur qui décide, c'est pas nous. Hein. Bon. Mais le professeur doit décider en fonction de la grandeur de la salle, si c'est en Tai Chi ou en Qigong ou en yoga. Oui. Excusez-moi, on est sur des listes d'attente. Donc, en quoi en Tai Chi, oui. Est-ce qu'on doit se manifester ou alors on attend? Alors normalement, comme le nom l'indique, il faut attendre, mais moi, à votre place, je tenterai ma chance. Parce que au premier cours, vous le dites à l'enseignante, je suis sur la liste d'attente, mais au cas où, parce qu'il y a toujours des défections. Hein, donc, oui. Est-ce qu'on est averti qu'il y a une défection? Vous savez, on est une petite administration, hein, et Émilie est parfaite, mais elle ne peut pas tout faire. Donc il vaut mieux, à mon avis, si vraiment vous y tenez, essayez de faire comme ça. Idem pour la chorale? Alors pour la chorale, pareil, mais pour la chorale, c'est vrai que ça s'annonce quand même, ça va être difficile, hein, puisque je crois qu'il y avait 50 personnes en liste normale et une vingtaine en liste supplémentaire, que Madame Juliette Salane recherche surtout des voix d'hommes, hein, donc il y a une... Voilà. Donc, mais moi, à votre place, moi je tente toujours
Vous savez, une anecdote en une seconde. Bon, mon médecin, pour la deuxième fois, enfin c'est pas le même, partait à la retraite au mois de décembre. Donc je n'avais plus de médecin. Donc ça m'embêtait. Alors j'en parle avec d'ailleurs une adhérente qui me dit, moi j'ai le docteur un tel, mais il est surbooké, comme on dit. Bon, elle me dit, si tu veux, je te donne quand même son numéro de téléphone. Alors je lui téléphone à ce monsieur que je connaissais pas. Il me dit non, moi je suis pris, archi pris, mais je suis en voiture, là je vous réponds, je suis en voiture, envoyez-moi quand même un mail. Bon, donc aussitôt je fais un mail en disant voilà, je m'appelle un tel et je cherche. Alors, je n'arrive pas à faire un texto. Il m'avait donné son numéro, je n'arrive pas à faire partir le texto. J'ai essayé ce jour-là, le lendemain, donc j'ai dit, tu fais une lettre et tu vas lui mettre dans la boîte aux lettres, c'est ta tarde. Bon. Et en regardant le numéro de l'adresse, je m'aperçois qu'il habite tout à côté de l'ancien maire de Tarbes qui s'appelait Maurice Trélu, sur lequel j'avais travaillé, j'avais fait un livre. Bon, ça n'a aucun intérêt, aucune importance. Bon, mais suivez quand même. Donc, je mets dans la boîte aux lettres le livre avec, en disant... Ça n'a... Et j'ai un médecin. Bon, donc à mon avis, voilà, il faut insister. Il faut insister. Bon, moi j'ai terminé, je ne veux pas être long, mais on peut répondre à des tas de questions que vous voulez. Oui. Par rapport au choral. Par rapport au cours. Par rapport au choral. Oui, au choral, pardon. Oui. Elle est blindée. Mais si on va chercher sur les sites, il y a plein de chorales sur Tarbes et alentour qui cherchent peut-être à... Ah bon, oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous, mais le problème, c'est que j'aurais bien quand même profité de ce... Voilà, d'ici. Mais ça peut être une solution de repli, c'est vrai, tu as raison. Oui. Oui. Sur le planning, il y a portugais. Oui, très bien. Il n'y a pas de prof portugais en ce moment. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des démarches pour que durant l'année, il y ait un prof de portugais? Alors, j'ai oublié tout à l'heure, dans les langues, je sentais que j'oubliais quelque chose. C'était le portugais. Donc le portugais, la professeure nous a annoncé assez tôt, au mois d'avril, qu'elle ne pourrait pas continuer cette année. Donc on était avertis. On lui a d'abord demandé si elle connaissait des collègues, et on a cherché. On n'a pas trouvé. Bon. C'est pour ça qu'on n'a pas ouvert le groupe. Mais Alain Cazenave-Piarot, qui est un enseignant que vous connaissez ici, connaît quelqu'un à la faculté de lettres de Pau, qui enseigne le portugais, qui d'ailleurs elle-même elle est portugaise, et donc on est en relation depuis 3 jours avec elle, mais c'est très compliqué de la joindre, on ne sait pas si les horaires conviendront, donc il y a un espoir. Alors pour le moment, il y a 12 personnes à peu près qui sont inscrites, parce que les personnes qui disaient je voudrais faire du portugais, on disait c'est pas possible cette année, mais on va prendre votre nom, on ne sait jamais. Donc il y en a une douzaine, mais il y en a certainement d'autres personnes qui ne s'étaient pas manifestées parce qu'on leur avait dit. Donc si on arrive à recruter, ce qui n'est pas impossible du tout, cette semaine, un professeur, vous serez averti aussitôt par Flash Info. Voilà. Il y aura un peu plus de 12, je pense. Vous suiviez l'an dernier, peut-être, non? Je reprends après plusieurs années d'absence. Non, parce que je voulais savoir à peu près, je ne sais pas le chiffre précis qu'il y avait l'an dernier dans les groupes de portugais, mais bon, voilà, c'est tout. Langue des signes, donc la responsable, elle fait 2 groupes à l'intérieur. Elle continue à faire qu'1 heure, pour des raisons nous financières, mais cette heure, en alternance, elle fait tantôt une semaine, c'est un groupe débutant, tantôt un groupe plus confirmé. Donc je dis ça pour les personnes qui sont en langue des signes et qui se demandaient si elles allaient redoubler ou non, là elles pourront progresser. Voilà, bon... Après,
Oui, regardez bien qu'il y a... Bon, d'abord, on s'inscrit sur un certain nombre de cours, ce que vous avez fait très bien. Et merci aux équipes aussi qui sont là pendant 3 semaines pour inscrire et qui le font dans la bonne humeur. Mais vous savez très bien qu'on peut aller, sauf les cours qui sont fermés, comme Tai Chi, Qigong, etc. Il y en a 6 au total, marche nordique, mais on peut se présenter à tous les cours. Vous avez votre carte, vous pouvez aller n'importe où et rester une séance et ne pas revenir parce que ça ne vous plaît pas. Donc n'hésitons pas. Alors, je me permets de vous faire un peu de publicité pour au moins 2 cours. Bon, la BD, c'est pas la peine, c'est un cours nouveau, mais il y a déjà beaucoup de monde. 1 fois par mois, donc un professeur de latin spécialisé dans la BD, une personne fort sympathique, nous a dit Jean Hayet, Madame Gallego, donc fait BD. Mais BD, il y a du monde, je ne fais pas de publicité. Par contre, il y a 2 groupes auxquels je crois. Pour le moment, il y a entre 20 et 30, donc il pourrait y avoir davantage de personnes. C'est le groupe, l'atelier qui s'appelle Biographie historique. Alors, c'est assez original comme approche, hein, donc, et bien sûr, ça peut ne pas intéresser tout le monde, c'est évident. Madame Sybille Chapeux, qui est une jeune historienne, elle a un doctorat en histoire, prépare depuis 7 ans une biographie qu'elle va publier sur un prêtre de Tarbes, d'ailleurs de la région de Tarbes, qui est mort en 2007, qui s'appelait Robert d'Avzy. Ce Robert d'Avzy, donc, c'est un prêtre très engagé qui faisait partie de la mission de France et qui, pendant la guerre d'Algérie, donc, a choisi d'aider les nationalistes algériens. Donc, il a été jusqu'à être qu'on appelait porteur de valises, hein, donc il a choisi son camp. Bon. Madame Chapeux l'a bien connu, et moi aussi vers la fin de sa vie, et j'en suis très heureux, c'était un homme exceptionnel. Et donc, elle a décidé d'écrire cette biographie, et je lui ai demandé, c'est un essai, on verra bien, s'il n'y a pas de monde, s'il n'y a personne, bon, d'égrener, si vous voulez, la méthode de la biographie historique, c'est-à-dire expliquer comment on fait une biographie historique selon les règles, quelles sources on utilise. Elle a vu des sources, c'est incroyable, hein, en Algérie, en France, aux archives nationales, partout. Donc expliquer comment on rédige une biographie et en même temps, évidemment, rappeler la vie et comment il est intervenu dans la guerre d'Algérie. Donc c'est à la fois, si vous voulez, méthodologiquement sur la biographie et sur le plan du contenu, c'est pour ceux qui s'intéressent à la guerre d'Algérie. Voilà. Bon. Donc c'est le vendredi à 17h, je crois, ici. Bon. Non, je crois. Enfin, c'est vendredi après-midi à consulter. Ensuite, il y a un autre atelier nouveau et qui me paraît aussi quand même intéressant. Le titre est peut-être pas alléchant, on l'a appelé atelier de réalisation audiovisuelle. Alors il ne faut pas le confondre d'abord avec un autre atelier qui s'occupe de filmer les rencontres, ça n'a rien à voir. Là, on donne carte blanche à M. Philippe Cabidoche, que certains connaissent, qui était jusqu'à l'an dernier maître de conférence dans le département audiovisuel de l'IUT, et donc qui est spécialisé dans la réalisation de films, et également d'illumination de monuments. Hein, c'est bon. Donc il a fait de très nombreux films durant 30 ans, et on lui a demandé de les présenter une fois tous les 15 jours, d'une part en expliquant pourquoi il avait fait un film sur une famille paysanne de Toy, de la vallée de Barège, pourquoi une autre fois il avait filmé un résistant, pourquoi il avait filmé les petits as très longtemps, là, le tournoi de tennis, vous savez, des jeunes. Bon, il a été accrédité comme accompagnateur officiel d'un pape, je ne sais plus lequel, et donc là aussi il a filmé dans l'avion, tout ça. Bon, donc et puis il a également travaillé pour une chaîne privée qui
qui a essayé de percer à Tarbes dans les années 2000, une chaîne documentaire d'actualité sur la région. Donc il a filmé à l'Aubader, ici, tout ça, et il a tous ces films. Donc il doit, tous les 15 jours, il nous présente un film, c'est annoncé, on le visionne, on en discute, et voilà. Donc ça me paraît intéressant quand même, et varié. Là aussi, il y a un peu de méthode, puisque c'est un réalisateur, mais il y a aussi le contenu. Bon, voilà. Donc, venez voir si vous avez le temps. C'est le mardi ou le mercredi après-midi, vous le verrez. Là oui. Je ne sais pas, mais c'est pour regarder ce qu'il a fait ou pour apprendre? C'est pour les deux. Parce que moi, j'avais vu pour le... je ne sais pas quelle manifestation sur Jean Jaurès, peut-être un anniversaire de sa mort, je sais pas. Il avait fait un travail à l'Arsenal, qui n'était plus l'Arsenal, sur le passé industriel de Tarbes. Oui. C'était remarquable. Enfin, il se servait des murs, oui, il est très habile. C'était avec les bruits. Oui. On a beaucoup de chance. Hein. D'autre part, comme d'ailleurs Sybille Chappeux, ils sont bénévoles tous les deux, donc c'est méritoire. Mais on a de la chance, à mon avis. Donc, bon, j'aimerais bien qu'il y ait un peu de monde. Bon, si c'est pas intéressant, on n'y revient pas. Hein. Bon, ça c'est normal. Bon, mais voilà. Et enfin, outre les conférences qui ont lieu, les conférences du jeudi au STAPS, hein, donc cette année, il y a aussi un programme éclectique, mais assez intéressant, vous l'avez vu peut-être. Il y aura notamment à partir du 10 novembre un cycle de 3 séances sur l'Iran. L'Iran d'abord des Pahlavis, donc le Shah, vous savez, son père. Ensuite, une spécialiste en visioconférence, ce sera spécialiste des femmes en Iran. Hein, et puis enfin, en réel, en présentiel, Bernard Ourcade, qui est un iranologue réputé, qui viendra donc de Paris pour nous parler de la politique extérieure de l'Iran. C'est très d'actualité. Hein. À ce sujet, je me permets juste de vous conseiller, parce que peut-être tu penses à la même chose, peut-être, le film. Oui, voilà. Donc actuellement, on pense, c'est, répète-moi le titre, Les graines du figuier sauvage. C'est un film qui passe, je crois, encore. C'est un film, voilà. Jusqu'au 14 octobre. Bon, écoutez, c'est un film remarquable. Il a un seul défaut, il est long, il dure 3 heures un peu, mais il est remarquable. Alors c'est sur l'Iran aujourd'hui, notamment à Téhéran, mais tout se passe au niveau d'une famille, hein, 2 filles, 14, 18 ans, le père, la mère. Mais c'est remarquable, franchement. Donc, si vous vous intéressez à l'Iran un peu, si vous avez l'intention de venir à ces conférences, à mon avis, c'est une excellente préparation. D'autre part, n'oubliez pas que au Parvis, donc, nous avons, ça nous coûte uniquement l'entrée 5,50 au lieu de 7,50. 5, pardonnez-moi. 5 euros au lieu de 7,50 €. Bon. Oui, ce que je voulais vous dire aussi, dernière chose, depuis que je dis dernière chose, on va aussi organiser à la demande quelques conférences plus restreintes dans cette salle en fin de journée, quand la salle est libre, sur des sujets divers qu'on nous propose. Ça, donc, laissez-vous tenter éventuellement. Donc, il y a par exemple un petit livre qui vient de sortir par un ancien étudiant, l'étudiant le plus brillant que j'ai jamais eu, entre parenthèses, maintenant il est déjà assistant à la Sorbonne, un étudiant originaire de Lannemezan, sur les pyrénéistes et le pyrénéisme. Là aussi, il faut que ça intéresse, mais il viendra de Paris nous faire la conférence, nous présenter ça. Ensuite, bon, je pense à d'autres sujets, mais ne soyez pas troublés, parce que des fois on dit, mais il y a trop de choses ici. On ne sait plus où donner de la tête. Mais c'est quand même heureux. Bon, vous n'êtes pas... Voilà. Moi, j'ai fini. Voilà. Donc, programme
j'aimerais bien qu'André, tu nous rappelles le programme de cet après-midi, dans le détail. Tu ne le connais pas? Quand j'étais sollicité par Geneviève pour participer à cette journée, et compte tenu de ce qu'elle comptait faire, je me suis dit, bon, ben alors le mieux, ce serait que je présente un petit topo montrant ce qu'était un petit peu l'architecture scolaire comparable à la même époque, puisque l'école Jeanne Larocque date de la fin du 19e siècle. C'est bien ça, Geneviève? 1908. Au début du 20e, d'accord. Voilà. Donc je me suis dit, voilà, je pourrais peut-être présenter ça, bon, en tenant compte que ça repose sur des travaux, des recherches que j'ai fait il y a une dizaine d'années environ. Hein. Bon, depuis, j'ai pas retouché. J'ai publié sur Internet, sur mon site, les résultats, mais depuis, j'ai pas revu, j'ai pas approfondi. Donc, ce que je vous dis là, c'est le résultat de mes recherches il y a déjà une dizaine d'années. Voilà. Alors, parmi vous, il y aura peut-être des personnes qui auront des choses à dire sur les différents lieux que j'évoquerai. Alors, j'ai donc choisi de montrer à la fois des écoles, mais aussi les établissements secondaires. Parce que je crois que ça va avec, hein, c'est le mouvement général. Bon, mon idée, c'est en gros de vous montrer comment Tarbes vit le mouvement général de construction scolaire quasiment continue, hein, que la Troisième République a mis en place à partir des années 1880, globalement, avec les lois Ferry que vous connaissez tous, qui ont dégagé le terrain administratif pour la construction en masse, et à une échelle jamais vue jusque-là, de bâtiments scolaires, à la fois du premier degré, mais aussi du second degré, et non seulement pour les garçons, mais aussi pour les filles, puisque avec la loi Camille C de 1880, c'est l'ouverture à l'enseignement secondaire pour les jeunes filles. Et puis ce mouvement se poursuit tout au long des années après la Première Guerre mondiale, tout dans les années 20 et 30, où on assiste à un mouvement un petit peu, je dirais, de consolidation de l'effort qui a été accompli dans les décennies précédentes, mais qui se situe dans la même lignée, si vous voulez, historique. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi ce calibrage historique entre les années 1880 et 1930, qui me semble assez cohérent sur le plan historique. Voilà. Alors, j'ai sélectionné environ une trentaine de photos. Et là, je vais marcher un petit peu sur les plates-bandes de Geneviève. Je ne sais pas si tu as prévu de montrer cette image, qui est un projet d'école ici, sur place. Là, il y avait le projet d'école, voilà, place du Foirail, par l'architecte Lartigue, vous voyez, 1899. Donc, ce n'est pas celui qui a été retenu. Voilà. Mais pourquoi je le place là? Ben parce que vous voyez que vous avez affaire à une architecture tout à fait simple. Hein. Si je ne vous disais pas que c'est une école, on pourrait penser que c'est de l'habitat, à la limite. Hein, vous voyez. Donc, on a affaire à une architecture qui a des ambitions relativement modestes sur le plan stylistique. Il n'y a pas de recherche extraordinaire. Simplement, on est dans une architecture qui se veut, finalement, qui s'inscrit totalement dans le bâti qui l'environne. Vous voyez, le bâti du Foirail tel qu'il est à cette époque-là. C'est un bâtiment qui peut passer quasiment inaperçu. Je dis ça parce que plus tard, mais aussi dans ces années-là, dans les grandes villes, mais on est ici dans une petite ville de province qui a 20-25 000 habitants à l'époque à peu près. Donc c'est très modeste comme ville. Et on n'a pas affaire à une grande métropole où on a besoin de grands groupes scolaires. Ici, c'est relativement modeste. Donc cette architecture s'inscrit totalement dans le bâti tel qu'il est à ce moment-là, alors que par contre, comme on le verra avec l'ex-école Arago par exemple, c'est un beau groupe scolaire, mais des années 20 et 30, vous voyez, une autre période où on avait des besoins scolaires plus importants et où il y avait donc une phase de construction tout à fait différente, à une autre échelle. Puisqu'on est en train d'évoquer ce lieu qui va devenir une école maternelle plus tard, pensons qu'à la même époque, il y a d'autres lieux à Tarbes. J'ai retrouvé ça en fouillant un peu dans mes fichiers stockés sur mon ordinateur. Je l'avais complètement oublié. J'ai retrouvé ça aux archives départementales. Et vous voyez qu'il y avait, avant qu'on appelle ces écoles des écoles maternelles, à partir des lois Ferry en particulier,
il y avait des lieux qui s'appelaient des maisons d'asile. Hein, comme leur nom l'indique, c'était des lieux où l'on permettait aux femmes qui travaillaient, en particulier, c'était ça la cible, de déposer leurs enfants pour qu'ils échappent à la rue, hein, et qu'ils ne soient pas soumis à tous les problèmes que pouvaient rencontrer les familles laborieuses à l'époque dans les faubourgs ouvriers. Donc on a ouvert des maisons d'asile qui étaient souvent privées ou confessionnelles et qui permettaient donc de recueillir le temps de leur travail les enfants de ces familles ouvrières. Voilà, donc celui-ci c'était derrière le Marcadieu, derrière Sainte-Thérèse, c'est-à-dire que ça correspond à ce qu'est devenu après le groupe Paul-Bert Michelet. Vous voyez où il est? Là où il y a la goutte de lait en face, hein, voilà. Il y avait à l'origine, là où il y a l'école Michelet aujourd'hui, c'était cette maison d'asile, dont on voit encore la trace. Il y a quelques bâtiments qui ont été conservés de cette époque-là. Et voilà justement de cette époque aussi un très beau groupe scolaire qui a été construit, route de Pau, vous le connaissez sans doute, c'est devenu le musée de la déportation et de la résistance, l'ex-école Victor Hugo. Et construit donc, vous voyez, 1887 par Gustave Labat, qui à l'époque est un des grands architectes qui œuvre sur Tarbes et la région. Hein. On va le voir tout à l'heure, la façade du lycée Théophile Gautier est de lui. Alors Gustave Labat nous offre donc un bel exemple d'une architecture qu'on pourrait qualifier d'architecture rationnelle de la fin du XIXe siècle. On peut s'y attarder un petit moment parce que je crois que ça correspond bien, ce bâtiment, à ce qu'est l'esprit de la construction scolaire à ce moment-là. Donc dans le cadre général hein, de l'équipement du pays, la construction scolaire est réglementée au niveau national. On est dans un pays centralisé, donc c'est le ministère qui s'appelle à l'époque de l'instruction publique, et non pas de l'éducation nationale, qui dirige la manœuvre et qui a décidé des plans des écoles, des équipements, il y a tout un tas de normes et de réglementations qui s'appliquent partout dans le pays. Donc on a affaire à une architecture, je dirais, qui est normée un petit peu hein, au niveau national. Mais le ministère laisse quand même un petit peu de liberté aux architectes locaux pour travailler à partir de ces modèles et pour les moduler en fonction des conditions locales, en particulier des matériaux. Donc on vise à faire des constructions, certes répondant à un programme national, mais en tenant compte de la réalité financière des communes. Ces écoles sont construites par les communes. Et donc, il faut faire avec les moyens du bord. Elles reçoivent des aides hein, au niveau national, bien entendu, elles sont subventionnées. Mais la construction repose d'abord sur les finances locales. Et donc, économie de moyens, ce qui fait que les architectes cherchent à utiliser des matériaux locaux, dans la mesure du possible. Et non pas des matériaux de meilleure qualité qu'il faudrait faire venir de plus loin. Alors voilà, par exemple, ici, vous voyez une façade qui présente, je crois, des caractères tout à fait intéressants de ce point de vue, puisque vous voyez là, utilisé donc à la fois en décor, en parement de la pierre qu'on appelle communément la pierre de Lourdes, une pierre un peu calcaire, légèrement marmorisée, qui sert souvent de parement dans les bâtiments publics, mais même aussi dans les habitations privées. Et puis la brique est d'un usage assez généralisé, même si ce n'est pas une tradition locale. Hein, la brique foraine n'est pas tellement bigourdane. Mais nous sommes en 1887, la tuilerie, briqueterie Housteau est en service et elle commence à tourner à plein rendement, donc elle fournit assez facilement ce matériau qui est somme toute un matériau bon marché, ordinaire, hein, mais qui est ici utilisé, vous le voyez, pour ses vertus décoratives. Donc il y a, vous voyez, une certaine sophistication qui vous montre que cette architecture scolaire, elle a donc des qualités hein, quand même architecturales indéniables et que, contrairement à ce que sera par exemple la construction scolaire industrialisée que nous avons tous connue dans les années 50, 60, 70, il y a chez les architectes le souci de trouver quand même des formules intéressantes à partir des modèles imposés de manière générale. Remarquons aussi
un élément un peu de modernité de l'époque. Nous sommes à la fin du 19e siècle et vous voyez, par exemple, ici, vous voyez ici, là, comment on a des pièces métalliques qui viennent renforcer la façade. Moi, c'est un petit signe de modernité, vous voyez, architectural. On voit qu'on est dans cette phase où l'usage du métal devient ordinaire dans l'architecture banale, commune. Autre remarque aussi, sur le plan de la lumière, remarquez le souci d'ouvrir les salles de classe largement à la lumière naturelle, avec en particulier ces baies vitrées, vous voyez, qui montent jusqu'au niveau précisément du linteau, et vous voyez qu'en particulier ici, toutes les impostes ont été vitrées, que ce soit au rez-de-chaussée ou au premier étage. Donc voilà, le souci de faire entrer la lumière, de rendre ces salles de classe le plus clair possible, dans une architecture qui reste encore très traditionnelle. On n'est pas du tout dans une architecture qui est tout à fait novatrice. Mais il y a des éléments de modernité et je souligne encore une fois le souci d'offrir une qualité architecturale absolument indéniable. Voilà le dessin, voilà l'élévation de l'architecte, qui est donc daté, vous le voyez, 1887, me semble-t-il, ou 89. Donc voilà. Et vous remarquez qu'à l'époque, il n'y avait qu'une partie de la façade qui était à l'étage, avec un étage, et que la deuxième partie a été rajoutée par la suite. Autre point important, vous voyez une coupe transversale qui vous permet de voir en particulier le souci de... Bon, moi, ce que je trouve intéressant dans ce document, il n'est pas tellement original, mais simplement, vous voyez qu'on voit apparaître dans la cour de récréation de l'appareillage qui est destiné à l'éducation physique. Donc, pensez qu'on est à une époque où, peu à peu, l'enseignement se modernise aussi, introduit de nouvelles disciplines, et en particulier, bon, l'hygiène du corps, ce souci-là apparaît dans les programmes scolaires. Donc il y a des séances d'éducation physique qui par ailleurs pouvaient aussi, dans l'esprit de certains, contribuer au réarmement moral de la nation qui avait été défaite en 1870 et qu'il fallait reconstruire en vue peut-être d'une prochaine confrontation avec l'Allemagne. Il y a eu dans les écoles, il y avait des programmes d'éducation militaire des enfants, et on trouve vraiment il fallait apprendre à marcher, à se déplacer et à tirer effectivement avec un fusil. Alors, ce groupe est un peu plus grand. Alors, ce que vous venez de voir, c'est cette partie-là, vous voyez, avec donc 2 salles au rez-de-chaussée et 2 salles au premier étage. Et le bâtiment où il y a aujourd'hui le fronton et l'inscription Musée de la Résistance correspond aux circulations verticales, c'est-à-dire les escaliers d'accès, le vestibule et les escaliers d'accès au premier étage. À l'arrière, là vous avez vu tout à l'heure dans la coupe le préau et l'attirail d'éducation physique, les latrines. Bon, il n'y a pas de vestiaire à l'intérieur à l'époque, on va aux latrines dans la cour, la plupart du temps. Et à l'arrière, un bâtiment annexe où il y a d'autres salles de classe et où on a ici le bâtiment, les logements de fonction des instituteurs qui sont là. Donc au coin de la rue Lorda, si vous voyez, face à l'hôpital. Voilà d'ailleurs le bâtiment, le logement du personnel, qui est tout à fait semblable, vous le regarderez en sortant, au corps de bâtiment qui est celui de l'école Jeanne Larocque. C'est tout à fait le même style architectural. Donc où il y a, vous voyez, simplement des chaînages d'angles en briques, les encadrements des ouvertures, fenêtres ou portes qui sont soulignés également par la brique. Donc quelque chose de très simple, mais qui néanmoins donc, dénote un souci d'offrir une façade de l'établissement qui soit tout à fait intéressante. Alors, voilà pour vous montrer que c'est un type d'architecture qui est vraiment très répandu dans la ville, non loin de là, à la rue de la Victoire, c'est-à-dire la rue qui prolonge la rue Abbé Tornet, vous voyez.
après la maison Foch, vous avez donc la petite rue de la Victoire, et dans cette rue, un peu masquée d'ailleurs, on voit cette école, donc, qui, vous le voyez, a été bâtie en 1902. On est vraiment dans les mêmes années. Vous voyez, là, on retrouve exactement le même type de décor et de modénature générale de la façade. Non loin de là, on remonte encore la rue de la Victoire, on va jusqu'au carrefour de la rue à Bétornay et on tombe sur l'extension du lycée Théophile Gautier qui se bâtit à la même époque, au tout début du XXe siècle, vous voyez, 1905. Vous avez en orangé donc sur ce plan l'extension ici, avec la façade qui sera sur la rue à Bétornay là, et à l'arrière, deux parties. Le lycée proprement dit, bâti autour de sa cour d'honneur, qui adopte un plan grosso modo carré, qui peut faire penser à ce qu'était le cloître dans les abbayes d'autrefois, et puis le petit lycée, réservé donc aux élèves qui rentrent en 6e jusqu'à la 3e. Vous connaissez ce système scolaire qui a perduré jusqu'aux années 50-60, de grands lycées et petits lycées, qui n'admettaient qu'un nombre limité d'élèves, alors que une grande partie des troupes scolaires finissaient ces études avec le certificat d'études, et au mieux avec le cours complémentaire qui venait après. Donc une grosse extension du lycée qui répond aux besoins nouveaux de la population scolaire, et qui est donc construite par Gustave Labatte, avec une aile nouvelle qui vient s'articuler sur le bâtiment ancien que vous voyez à gauche, qui est le bâtiment du XVIIe, XVIIIe siècle, c'est-à-dire le collège qui a précédé le lycée impérial, puis le lycée, et avec un bâtiment, vous voyez, qui est tout à fait, bon, là aussi, assez banal, hein, il n'y a rien d'extraordinaire, simplement des bâtiments qui sont fonctionnels pour l'époque, avec une partie au rez-de-chaussée de salles d'études ou de salles de classe, et probablement des dortoirs à l'étage. Voilà la fameuse façade sur le lycée, sur la rue à Bétornay, donc de Gustave Labatte. Vous voyez que Gustave Labatte est à l'œuvre quand même sur pas mal de chantiers sur la ville de Tarbes. Hein. Et aussi, je signale en passant, il est également à la manœuvre pour la construction de belles villas. Il y a de belles villas qui sont construites à la même époque. Si vous avez l'occasion, il y en a une qui est très belle, qui est un peu dans l'esprit Art Nouveau, qui se trouve à Bagnères, une ville balnéaire. Il y en a aussi à Cap-Verne, Cap-Verne-les-Bains. Et c'est la rue qui mène vers le Vallon du Salut. Vous voyez ? L'avant-dernière maison à gauche de cette rue, si vous y passez prochainement, faites-y attention, jetez un coup d'œil, vous verrez un magnifique portail d'esprit Art Nouveau, en fer forgé, qui est très beau, et à l'arrière, vous pouvez arriver à apercevoir une belle villa dans l'esprit de ce qu'est la villa d'Art Nouveau, un peu dans le coin, dans la région. Alors là, vous voyez, c'est la modénature quand même de la façade, avec ce jeu chromatique entre les matériaux, donc une certaine habileté de la part de l'architecte, avec l'introduction, cette fois, de matériaux un peu plus sophistiqués, comme par exemple, vous voyez ici sur les deux entrées principales du lycée, bon, l'entrée principale et l'entrée du petit lycée, vous voyez qu'il y a tout un travail décoratif, avec à la fois des briques de différentes couleurs, mais aussi des pièces de briques vernissées, que vous voyez en haut, vous voyez, là où il y a petit lycée, en haut, de chaque côté, vous avez donc ces pièces qui viennent probablement, alors là j'ai pas fait de travail d'archive il me faudrait trouver les bons de commande ou les factures qui ont accompagné ce chantier, je n'ai pas fait ce travail, je vous l'avoue, mais je pense qu'un certain nombre de ces pièces sont issues de la tuilerie Housteau, où il y avait des fours spécialisés où on fabriquait des pièces comme ça, hein, que l'on retrouve dans beaucoup de maisons de Tarbes à la même époque. Voilà la cour d'honneur que
tout à l'heure, je rapprochais du cloître, parce qu'effectivement, il y a quand même une parenté, même symbolique, dans l'organisation générale de ce lycée, autour d'une cour, avec ces passages voûtés de chaque côté. Et puis les jeunes filles entrent dans la danse, effectivement, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, avec un nouvel établissement qui se construit rue de C. Alors là, j'ai emprunté, Geneviève, ce document à ton travail très approfondi sur l'enseignement des jeunes filles dans le département, que vous connaissez sans doute. En tout cas, il faudra le signaler, hein, parce que c'est une mine de renseignements et de documents. Donc je me suis permis d'emprunter ce document au travail de Geneviève qui vous montre l'état du nouveau collège qui s'est construit autour d'un établissement qui existait avant. Vous le voyez indiqué sur le schéma, l'ancien bâtiment de 1853, qui était celui-ci, là, voilà, qui est toujours, je crois, aujourd'hui la cour d'honneur un petit peu du collège de C, me semble-t-il. Et autour de ce premier bâtiment sont venus s'agréger en quelque sorte deux ailes nouvelles qui ont été construites, vous le voyez, vers 1885-88. Alors ces ailes-là, voilà leur élévation sur les documents des architectes, et vous voyez qu'elles sont tout à fait classiques d'esprit. C'est vraiment un plan un peu, on pourrait dire, palatial, hein, le plan général d'une façade d'un château français du XVIIe siècle ou du XVIe siècle, avec une façade avec un ordonnancement régulier, une symétrie générale des façades, et deux avant-corps apparemment qui viennent un peu rythmer la façade, mais voilà, quelque chose de tout à fait traditionnel dans l'architecture française. C'est pour vous indiquer que dans les modèles qui se répandent avec l'architecture scolaire, il y a aussi comme ça la tradition de l'architecture à la française qui se perpétue. Et puis bien sûr, ne pas oublier que pour les jeunes filles en particulier, on construit à l'époque la nouvelle école normale préconisée par les textes de loi qui obligent, qui incitent chaque département à constituer une école normale, soit de garçons, soit de filles, mais en tout cas une école normale chargée de former donc les jeunes, ce qu'on appellera, ce que Péguy appellera les hussards noirs de la République, hein, de l'époque. Et c'est ici donc dans cette pépinière de jeunes institutrices que vont s'installer donc les locaux qui étaient, il existait auparavant d'autres formes de formation de maîtres d'école, mais là c'est une unification nationale autour des écoles normales. Et vous remarquez, je parlais du plan palatial à propos de l'école précédente, on peut faire la même remarque, hein. L'école normale se présente comme, adopte le plan d'un château ou d'un palais du XVIIe siècle, vous voyez, avec une cour d'honneur et deux ailes en retour de chaque côté. J'ai pris cette photo, vous voyez, j'ai mentionné en haut à droite, en 2019, lorsqu'on a commencé à parler de la transformation de l'école normale éventuelle en archives départementales, ce qui est le cas, vous savez qu'elles sont actuellement donc en chantier et que l'année prochaine, en 2025, normalement, voilà, ça sera réalisé et vous pourrez accéder à ces nouveaux locaux en plein cœur de Tarbes. L'intérêt du parti architectural qui a été choisi pour cette réaffectation de l'ancienne école normale, c'est que précisément, il met en valeur la qualité architecturale d'origine du bâtiment qui était au centre de l'école. Dans le plan, voilà le plan d'origine, vous voyez, avec sa cour d'honneur et la distribution des différentes pièces autour. C'est une petite communauté qui vit là, de plusieurs dizaines de jeunes filles soumises à un règlement assez sérieux, hein, au point que vous savez qu'on parlait
à une époque, en plaisantant, des 3 prisons de la rue Eugène Thénault, l'école normale, la prison elle-même, qui n'est pas loin, et le Carmel, hein, qui constituaient 3 forteresses imprenables dans la rue Eugène Thénault. Eugène Thénault, qui, soit dit en passant, est un ardent républicain, député des Hautes-Pyrénées de l'époque et proche de Jules Ferry, hein, originaire de l'Areule, et qui a beaucoup contribué à faire construire cette école de l'Areule. Si vous y passez, c'est une des plus belles du département, et Jules Ferry est venu en personne l'inaugurer, de même qu'il est venu aux obsèques lors du décès prématuré de Eugène Thénault. Bon, voilà, c'était là un des grands chantiers de l'époque sur le plan scolaire à Tarbes, et nous allons terminer par une évocation de ce qui se passe après-guerre, après la guerre de 14 bien sûr, avec la consolidation que j'ai évoquée, c'est-à-dire la ville de Tarbes grossit un peu, grosso modo on va dire qu'elle passe de 20 et quelques mille à 30 et quelques mille sur ces quelques décennies là, donc un gain d'environ 10 000 habitants, ce qui n'est pas considérable, mais qui fait que des quartiers nouveaux apparaissent, comme celui-ci, celui où nous sommes en ce moment, le quartier du Foirail, connaît, bon là Geneviève le dira, une croissance démographique, et donc il faut construire de nouveaux groupes scolaires à la mesure des besoins de la ville. Alors je vais vous en montrer 3 ou 4 parce que j'ai trouvé intéressant de les comparer, parce que précisément on voit bien que chez les architectes, on reste souvent très fidèle à des parties architecturales assez traditionnelles. On est en 1924-25, je vous rappelle que c'est l'époque de l'expo des Arts Déco à Paris. Vous voyez ? Donc à l'époque de l'Art Déco, l'architecte Sobus construit à Arago, pour l'école qui va s'appeler Arago, maintenant démolie, ce groupe scolaire avec cette façade parfaitement dans la tradition que je vous ai décrit antérieurement. Vous voyez, la tradition française de la façade un peu qu'on appelle palatiale, avec un avant-corps, un léger avant-corps au centre. Voilà cette façade que j'ai pris en photo, justement à l'époque, disons, où je faisais un peu des recherches sur ce thème. Donc la photo, elle doit avoir 15 ans, là, hein, probablement. Le bâtiment était un peu défraîchi, les peintures, mais il avait de l'allure. C'est-à-dire que moi je trouve un peu dommage que dans l'actuelle école, l'architecte ait choisi de démolir la plus grande partie de cette façade qui avait quand même une certaine présence dans le quartier. Bon, il aurait pu modifier un peu ses plans de manière à faire rentrer tout ce qu'il a conçu à l'intérieur de ce qui existait. Bon, voilà. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais disons que c'est un peu dommage. Voilà, il y avait quand même un bel avant-corps, très léger avant-corps, mais qui donnait beaucoup de caractère à cette façade, qui donnait beaucoup d'allure, je trouve, avec à la fois des réminiscences, évidemment, de l'architecture classique, avec léger bossage, vous voyez, un fronton arrondi, et puis une touche de modernité, avec ces cartouches, ce lettrage de couleurs qui s'avance sur la façade. Je trouve que c'était pas mal, assez réussi. Et puis voilà ce que c'est devenu. Hein. Bon, voilà, pris pendant le chantier avec cette espèce de reliquat, je ne sais pas comment l'appeler, de reliquat, qui me paraît finalement un peu incongru. Moi, je vous dirais, finalement, à la limite, il aurait mieux valu tout supprimer, faire une façade dans l'esprit moderne, et puis, mais qui s'impose sur la place, plutôt que cette espèce de moignon, je dirais, qui figure un peu, et que je trouve un peu, ça fait un peu kitsch, si vous voulez, mon point de vue. Bon, voilà. Mais c'est mon point de vue, hein, c'est tout. Alors ce qui est intéressant, c'est que le même architecte qui voyait construire une façade totalement dans l'esprit de la tradition, je dirais presque néoclassique française, quelques années après, visiblement, il a subi l'influence du rayonnement de l'esprit art déco qui s'est développé notamment avec la fameuse exposition de 1925 à Paris, qui a donné son nom à l'appellation art déco. Et on voit bien que le nouveau groupe qu'on lui commande
dans le quartier, donc c'est le quartier qui se trouve entre l'église Sainte-Anne et la gare, vous voyez, avec la rue, elle s'appelle André Braillère, et qui s'appelait à l'époque la rue des cultivateurs prolongée. Vous le voyez en bas, hein, voilà, puisque la rue des cultivateurs, c'est de Sainte-Anne à l'hôpital. Voilà, et une école maternelle également. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir justement le changement stylistique qui s'opère là. Vous voyez, là, deux façades de cette école, et vous voyez que, d'abord, vous voyez l'importance, en particulier sur la façade sud, en bas, vous voyez l'importance des baies vitrées. On voit bien qu'on est dans les nouvelles consignes architecturales concernant les salles de classe. Et puis, vous voyez les bâtiments annexes, enfin les bâtiments qui sont en sorte de... j'arrive pas à trouver le mot. Bon, bref, le bâtiment qui est en bout de plan, là, à droite, c'est donc à la fois des salles de classe au rez-de-chaussée et des logements de fonction au premier. Le voilà vu de plus près sur les plans d'architecte, vous voyez. Et là, vous voyez bien l'esprit art déco qui a pénétré. Hein. Et puis voilà son état actuel. Voilà. Alors il est un peu à l'abandon, comme une partie de ce groupe scolaire, mais il mériterait d'être un peu rafraîchi et on verrait mieux ses qualités architecturales sur la rue. Ça fait vraiment, ça ponctuerait assez bien cette rue qui est un peu tristounette, il faut bien le dire. Elle n'est pas terrible cette rue, hein, mais s'il y avait... Ah bon, d'accord. Oui, et alors à l'époque ça... Moi j'ai habité à Jules-Ferry. Et moi quand je suis arrivée à Tarbes, j'ai eu la chance d'habiter dans l'appartement là. Ah d'accord. Effectivement l'intérieur, et je trouve ça tellement dommage de laisser ce bâtiment à l'abandon. À l'abandon, oui. Voilà. Ça abrite des associations, des salles de oui, réunion. Il n'y a plus d'école. Il n'y a plus d'école. Mais mes enfants ont été à l'école. D'accord. Et je me rappelle là qu'on passait derrière le préau, côté ouest, et on voyait bien qu'il y avait l'école maternelle. Oui, qui est derrière, oui. Ils ont été à l'école maternelle et au CE2. D'accord. Bon. Autre contribution là-dessus, des témoignages? Non? Alors, je vais terminer avec, vous voyez, à la même époque, nous sommes à peu près à la même époque, c'est les mêmes années, 1929. Voilà un autre groupe scolaire qui est construit juste en face du Jardin Massé, qui s'appelle, vous le voyez écrit en haut, l'école Théophile Gautier, et qui est le siège aujourd'hui du collège Massé. Tandis que l'école Théophile Gautier primaire est à côté, elle est moderne. Alors vous voyez, en 1929, ça c'est pas les salles de classe, hein, c'est les bâtiments de fonction et administratifs. Mais vous voyez cette façade de ce rue on vous dirait qu'elle a été construite en 1880, vous direz oui. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en un demi-siècle ici, il ne s'est rien passé en architecture. Hein. On est vraiment dans du traditionnel. Alors vous voyez à quel point l'architecture scolaire traduit de telle manière ce qui se passe dans la France de l'époque-là, où il y a souvent la confrontation entre des architectes qui sont restés assez traditionnels dans la tradition de la formation des beaux-arts, qui est, disons, la formation à l'éclectisme historiciste, qui peut donner de beaux résultats sur le plan formel, mais qui ne répond pas souvent aux besoins de l'école nouvelle que préconisent à la fois des pédagogues un peu avancés à l'époque, progressistes, et également une partie des architectes qui milite pour que l'architecture publique, des bâtiments publics, réponde aux besoins d'une société moderne. C'est un des grands débats qui va traverser les questions d'architecture scolaire, notamment, entre ces années 30 là, qui s'ouvrent, et les années 50, où on trouvera certaines solutions, mais il y a de grands débats à ce moment-là sur ce que pourrait être l'architecture scolaire moderne, répondant à des programmes résolument tournés vers l'avenir, si vous voulez, et des formations différentes de ce qu'étaient les formations jusque-là dispensées par le ministère. Alors, voilà,
un plan sur un détail de la façade. Vous voyez qu'on est vraiment dans une tradition tout à fait beaux-arts, dans le style beaux-arts. Et puis quand même, j'ai pensé que ça serait assez rigolo justement de vous montrer, à la même époque, on ouvre un établissement dont le programme est résolument moderne, c'est-à-dire ce qu'on appelle les écoles nationales professionnelles, qui ont été décidées pour précisément ouvrir un nouveau type d'enseignement qui soit différent des lycées classiques où se forme un peu l'élite traditionnelle du pays et où on va former un nouveau type d'élèves ouverts à la technique, à l'ingénierie et qui seront les pépinières en gros des techniciens et des ingénieurs modernes, puisque l'ENP a été justement la voie que vont emprunter beaucoup d'élèves pour accéder, par exemple, aux grandes écoles d'ingénieurs, arts et métiers à Paris, ou des trucs comme ça. Et donc, l'ENP répond, le programme et l'esprit des ENP correspond à ce souci de modernité de la France à ce moment-là. Et cette école, pour vous montrer son importance, elle est ouverte en 1926 officiellement, inauguration officielle, préparée des années auparavant. Le président de la République en personne, Poincaré, vient l'inaugurer, accompagné de Herriot, qui à l'époque, parmi ses multiples casquettes ministérielles, Herriot, grand classique du Parti radical, grand politique de la Troisième République, maire de Lyon, vient lui-même également en tant que ministre à l'époque de l'instruction publique, inaugurer cette école. Et alors, vous voyez où elle l'installe, faute de mieux, dans les locaux de l'ancien grand séminaire. C'est assez curieux, c'est assez cocasse. Et vous voyez comment le contenu va s'installer, enfin, comment le contenant va recueillir un contenu complètement contradictoire. Hein. On aurait pu imaginer qu'on allait construire un établissement d'esprit moderne pour accueillir cette nouvelle discipline, ce nouveau courant de formation. Mais pas du tout. Et on s'installe dans les locaux prévus pour les futurs séminaristes. Et enfin, aussi, peut-être vous n'y pensez pas, mais au coin de Cours Gambetta, il existe une chapelle des frères de Garaison à l'origine, et qui donc a été récupérée dans un nouvel enseignement, également d'esprit moderne, organisé sous l'égide de la Chambre de commerce et d'industrie, et qui est destiné aux jeunes filles, dans les métiers nouveaux, qu'on appellerait aujourd'hui les métiers du tertiaire, c'est-à-dire le commerce, l'administration, vous voyez, former des jeunes filles à ces nouvelles activités économiques que réclame l'économie de la France à ce moment-là. Et on va donc les installer dans ces locaux où on va conserver la chapelle, on va construire une aile qui se trouve donc au nord, et on va construire des bâtiments tout autour de qualité assez médiocre, il faut bien le dire. Mais je voulais souligner simplement, vous voyez comment l'enseignement évolue, et dans certains cas, il s'installe dans des locaux préexistants qui ne correspondent pas du tout au programme scolaire en réalité. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, simplement, voilà la trace encore tangible de ces lieux avec l'école pratique de commerce et d'industrie, vous l'avez sur la façade qui donne sur le cours Gambetta. Voilà. Et voilà dans quel état c'était à l'origine, avec d'un côté la chapelle et de l'autre, je crois que c'était l'ancien hôtel Bourbon, me semble-t-il, qui a été démoli pour faire place à cette grosse résidence qu'on appelle la résidence Foch, je crois. Foch, me semble-t-il. Voilà. Simplement, moi, je trouve que c'est pas mal cette chapelle et les bâtiments qu'il y avait dans le prolongement, parce que du point de vue architectural, ça fait penser à ce qu'étaient, à ce que sont les universités britanniques. Oxbridge, un peu, vous savez, les collèges britanniques, ils sont souvent organisés autour d'une chapelle avec des corps de bâtiments autour, qui sont magnifiques souvent aujourd'hui, qui datent de la Renaissance ou un style néo-gothique, gothique ou néo-gothique, et dont le modèle s'est exporté un peu partout dans le monde, puisque
beaucoup des anciennes des universités américaines les plus prestigieuses sont souvent bâties en ayant adopté le modèle britannique, de même que, par exemple, si vous allez à Paris, à la cité universitaire internationale, boulevard Jourdan, le premier bâtiment, celui qui a été fondé justement dans les années 20, est tout à fait d'esprit néo-gothique, comme ça, du collège anglais, du campus, qui est le campus, avec des bâtiments à l'ancienne dispersés dans un parc arboré. Voilà. Je trouve que c'est un joli bâtiment, hein, et qu'on a bien fait de conserver dans le cadre de l'école de musique actuelle. Voilà, c'était ce que je voulais vous donner un aperçu de ce qu'on peut trouver à Tarbes à cette époque-là. Voilà. Alors, Des bizarreries que j'ai essayé d'expliciter, d'éclairer, et finalement je me trouve dans la prolongation de ce qu'on a vu ce matin, puisqu'on a vu aussi des chapiteaux bizarres, et que voilà, on va rester un peu dans la bizarrerie. Bon, j'aimerais bien que ça marche. Donc la première fois que le CA est venu ici pour visiter les lieux, on m'a dit tu vas au fond de la place du Foirail, tu verras l'école, c'est là qu'on a rendez-vous. Je suis arrivée là et je me suis dit mais où est l'école? Je ne l'ai pas vue. J'ai avancé un peu et j'ai aperçu là une école, mais bizarrement la façade n'est pas sur la rue, et la façade noble se trouve sur la rue Blaise Castel. J'étais un peu étonnée. Je suis avancée dans la rue Blaise Castel. Oh, j'ai cherché une deuxième énigme. Où était l'entrée de cette école? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Non, c'était pas là. Donc, j'ai rencontré ce portail dont on reparlera. Et je suis arrivée jusque-là, je me dis, c'est peut-être là l'entrée finalement. Mais là, il y a aussi encore des entrées. Il y a une entrée ici, une entrée là, une entrée là. Où est donc l'entrée? Deuxième énigme, il va falloir résoudre. Troisième énigme, mais pourquoi cette rue Blaise Castel est-elle coudée? Et pourquoi, de chaque côté de la rue, y a-t-il la même murette dans le style art déco? Quatrième énigme, mais pourquoi cette façade regarde le sud à peu près, mais est si rapprochée de la murette, sans être accolée à la murette? Pourquoi ces trois passages? C'est quand même assez étonnant, d'autant plus qu'il y a des portes d'entrée ici, et pour faire entrer des élèves, là par exemple elle est bouchée, là et là. Après, quand on est dans la cour, donc on cherche l'entrée, et puis on se dit, mais pourquoi ce bâtiment n'est-il pas accolé à celui-là? Pourquoi y a-t-il cette porte? À quoi conduit-elle? Et puis il y a une entrée là, qui semble tout à fait d'un style différent de cette petite maisonnette. Et puis on rentre dans ces galeries, et on se dit, mais pourquoi ces longues galeries? Pourquoi des marches d'entrée? Et puis des salles qui sont surélevées? Pourquoi aussi ce couloir tout noir? J'ai essayé d'en prendre toute la longueur, mais c'est pas possible parce qu'il y a une porte qui ferme, on n'en voit qu'une petite partie. Et moi j'ai rencontré un monsieur qui était ici à la maternelle dans les années un peu avant 1950, autour de 1950, il me disait, mais quand j'entrais dans l'école, il y avait un long couloir tout noir, très long, ça me faisait peur. En fait, ce petit couloir, c'est celui-là dont on ne voit qu'une partie, mais depuis il est éclairé. Quand on va dans la salle Marboré, étonnamment,
côté Foirail, il y a une porte qui est fermée actuellement, et comment se fait-il qu'une salle de classe débouche sur une porte, enfin qu'on puisse y rentrer éventuellement par l'extérieur? Bizarre aussi. Ensuite, quand on va dans la cour, il y a une salle qui est une salle préfabriquée. Comment se fait-il alors qu'on a un beau bâtiment de pierre avec une belle façade noble, on est ce bâtiment-là. Et puis dans la cour, il y a des traces d'arrachement, pas très étonnant, mais il y a ce contrefort-là qui m'a étonné. Et puis alors quand on regarde le plan qui est affiché dans l'entrée, on se dit mais quelle cacophonie, quelle disharmonie, mais qu'est-ce que c'est que cette construction avec des ailes dans tous les sens, et on ne voit pas du tout quelle est l'organisation de cette structure. Voilà, ça fait 9 énigmes, alors que je me suis mis dans les pas de Florence Petipa, de Prudence Petipa, et je me suis dit, bon, avec mon chat qui ne ressemble pas à ça, peut-être que je vais trouver des solutions. Alors je vous propose quelques solutions. Déjà, en 1903, le conseil municipal délibère et dit il faudrait une école pour les filles. Vous voyez, c'est ce que j'ai souligné. Une école pour les filles, il n'y en a pas dans le Foirail, et il faut scolariser les filles. Pourquoi une nouvelle école? Il y a plusieurs raisons. Il y a le nombre d'habitants de Tarbes qui augmente, comme l'a dit Maurice. Pas beaucoup, mais enfin, ça fait quand même un afflux de jeunes à scolariser. Et puis il y a surtout l'arrivée des républicains au pouvoir, la lutte contre les congrégations religieuses qui tiennent l'enseignement, qui ferment les classes congréganistes, et il faut ensuite scolariser les enfants en appliquant le programme républicain de scolarisation des enfants. Donc tout ça, ça crée des nécessités très importantes à Tarbes comme ailleurs d'ailleurs. On est en 1903. Il y a un plan de la ville de Tarbes, daté de 1903, avec l'implantation des écoles qui existent en rouge. Et ce qu'on ne voit pas très bien ici, c'est que, alors voilà, là, il y a une école qui est projetée dans ce quartier du Foirail. Elle n'est pas construite, on est en 1903, mais on envisage de la construire. Qu'est-ce qui existe comme école en 1903? On en a la liste sur ce même plan. Pour les garçons, vous voyez qu'il y a 5 écoles. Pour les filles, il y en a 4. Et puis il y a 2 écoles maternelles. Donc ce n'est pas énorme. Et où vont les filles? Les filles, elles vont... Alors, je serais plus à l'aise si je prenais main. Les filles vont à l'école Michelet. Bon, ça ne marche pas. Ah oui. Elles vont ici, les petites filles, l'école Michelet. C'est-à-dire que pour elles qui habitent ici, dans ce quartier, c'est quand même un long cheminement. Il faut remonter tout le Foirail, la place Marcadieu, et puis encore dépasser l'église Sainte-Thérèse et se retrouver ici. Ça fait quand même un long cheminement. Donc il y a une nécessité de créer une école dans ce quartier, d'autant plus que dans cette époque-là, il y a des usines qui se sont installées, l'usine Claire, on verra tout à l'heure des photos. Il y a une briqueterie, je ne vois pas où. Voilà, dans ce quartier-là, il y a briqueterie, il y a usine Claire. Il y a aussi le long des canaux qui existent encore, on les verra sur d'autres plans, des moulins. Donc il y a quand même une population liée à l'artisanat et au commerce, puisque le Foirail et le Marcadieu, ce sont des zones d'échange, de commerce. Donc il y a toute une population artisanale qui répond aux besoins des ruraux qui viennent en ville pour faire leurs échanges. Donc, en 1908, le maire reçoit une lettre d'un monsieur, dont il ne donne pas le nom lors de la réunion, qui propose de louer à la ville un bâtiment qu'il est en train de construire pour faire un gymnase. C'est ce bâtiment-là. Le bâtiment n'est pas encore tout construit. Il vient d'acheter le terrain en septembre 1907. Et il propose d'affecter ces locaux à une école et non pas à un gymnase. Il ne donne pas son nom, c'est un homme de paille qui signe la lettre. Et le maire trouve que c'est une bonne solution, le bâtiment est en voie de construction, on va pouvoir l'adapter aux besoins d'une école. Et ce qu'on voit comme plan, c'est le plan des nécessités émises par la ville. Donc 3 salles de classe,
un préau couvert, mais ce n'est pas construit à l'époque. Un bâtiment pour loger l'institutrice, qui sera bien logée, comme vous voyez, il y a quand même 3 chambres, plus une chambre de bonne, j'étais un peu étonnée, une cuisine, des WC privés. Alors, les WC sont là. Là, la cuisine, le salon, et puis les 3 chambres. Donc, un appartement d'instituteur qui est quand même vaste, qui est bien éclairé, avec des fenêtres traversantes, et donc elle sera très bien installée. Les enfants aussi. Alors, les enfants rentreront par ici, c'est le portail jaune, pénétreront dans le... Je crois que je serais mieux avec ma souris, parce que là, je ne suis pas à l'aise du tout. Pénétreront dans le préau par ici, et puis ils iront dans la cour de récréation. De la cour de récréation, ils rentreront dans les salles de classe, d'où les marches. Le bâtiment est surélevé. Voilà une énigme qui est résolue. Et la cour de récréation est ici, avec bien sûr les latrines qui sont là. Ici, pour le moment, c'est un passage. Donc c'est un immeuble qui est loué à un monsieur qui s'appelle Monsieur Gache, un gros entrepreneur de travaux publics qui fait beaucoup de travaux pour la ville. Et donc il a fait un bel investissement. Il y a ici un petit ruisseau, vous voyez, qui sert de limite avec le voisin. Il n'y a pas de rue. Nous sommes ici dans la campagne. Et là, il y a des habitants. Mais en 1921, la ville a un autre projet. Elle veut construire une école, celle qu'a montré tout à l'heure Maurice, pour les garçons et pour les filles et pour les enfants. Mais ça veut dire qu'il faut construire 3 bâtiments sur un terrain qu'elle vient d'acheter à un monsieur qui s'appelle Monsieur Bréau. Et la ville se dit que finalement, si on convertissait cette école Jeanne Larocque, qui est déjà appelée Jeanne Larocque depuis 1908 justement, et on pourrait mettre les enfants ici, ils seraient bien, alors qu'ils sont très mal installés là où ils sont pour le moment. Il y a déjà une école au Foirail qui était louée, elle aussi. Et on va construire sur le terrain Bréau l'école Jean Massé et Arago, dont vous a parlé tout à l'heure Maurice. Donc une école qui a été construite dans les années 20 et où les filles et les garçons sont installés dans les années 20 aussi. Et ici, ça devient une école maternelle, alors qu'avant c'était une école de petites filles. Donc voici cette école que j'ai photographiée en 2007. Elle était moins dégradée que sur la photo que tu as montrée tout à l'heure, Maurice. Donc ici les filles et ici les garçons. Les garçons sont donc là, derrière. En 1921, la ville veut faire ce projet parce que la population scolaire a augmenté. Les enfants ont augmenté, le nombre d'élèves a augmenté aussi. Non, pardon, je suis revenue en arrière. Voici ce qu'est cette école en 1921. En fait, elle n'a pas beaucoup changé, mais c'est la première façade que j'ai trouvée. On a, vous voyez, un rythme très régulier, le même partage entre la pierre et la brique, comme l'a montré tout à l'heure Maurice, et la cour et l'appartement de la directrice n'ont pas changé, à part qu'on voit que la directrice dispose maintenant d'un jardin clos, et donc que la cour des enfants est assez petite, c'est ceci. Actuellement, pour que vous repériez mieux, la cour se développe encore comme ça, on verra pourquoi. En 1936, on assure auprès de Galtier les locaux scolaires, et on ne voit pas trop de changements, sinon que maintenant la directrice a un petit jardin, son jardin est bien clos, et on a planté des arbres. Mais après la guerre, la situation change. La population scolaire augmente, c'est le baby-boom. Bientôt, ce sera les enfants venus d'Afrique du Nord qui arriveront, et les besoins scolaires sont beaucoup plus grands. Donc, on construit une salle de récréation couverte, parce que depuis longtemps, les parents se plaignaient de ce que ce préau qui était couvert, mais pas fermé, ne protégeait pas assez les petits des intempéries. Et les petits devaient donc passer du préau couvert qui est ici, dans la cour, et rentrer dans les salles. Donc ils se mouillaient, ils avaient froid. On construit donc cette salle, qui est une salle de jeu,
mais qui n'est pas relié aux 3 salles de classe. Donc, en effet, il faut des manteaux l'hiver ou quand il pleut pour y aller. C'est la salle où nous sommes ici, la salle de... Voici un agrandissement. Voilà la salle de création où nous sommes. Et vous voyez qu'il n'y a aucune galerie de jonction. Celle qui existe là, elle se prolonge là encore. En 1959, on voit que le projet a été réalisé et qu'on a des baies vitrées qui sont celles-là qui nous entourent. Et il n'y a pas donc de galerie. Mais ce n'est pas suffisant pour la population. C'est à ce moment-là qu'un monsieur qui s'appelle M. Saint-Roman propose de vendre le terrain qui se trouve ici à ceux qui voudront, et la ville se rend compte que ça peut être intéressant. C'est la seule solution pour agrandir cette école, parce que d'un côté il y a la rue, de l'autre il y a des voisins, et donc cette maison est à vendre et on l'achète. Sur le plan, c'est cette petite maison là, vous voyez, voilà. Donc si on fait le bilan, on a la salle ici qui s'appelle, je ne sais jamais, Marboré. Voilà, les 3 salles de classe, la salle de récréation, mais qui maintenant comporte des sanitaires, et puis la petite maisonnette que j'appelle moi Saint-Roman, parce que c'est M. Saint-Roman qui l'a mis en vente, où on va installer une salle de classe. Et pour joindre tous ces éléments, on construit le long couloir noir qui avait frappé cet enfant en réduisant la salle de classe qui était là et en faisant une entrée qui est là. Si vous regardez depuis la place Forail, on voit cette petite porte, elle a été murée. Donc un long couloir noir, et on commence à construire la galerie. Je ne suis pas sûre que la galerie soit vitrée. J'ai trouvé aucun document sur ce sujet. Elle était sûrement couverte et pavée, parce que j'ai vu des textes qui parlaient d'enfants qui avaient froid et qui glissaient. Mais il n'y a aucune liaison couverte pour aller dans cette salle de classe. Soit on passe comme ça, soit on passe par l'extérieur. En tout cas, les enfants ont maintenant une deuxième cour de récréation apparemment. Alors, il nous reste à régler le problème de cette entrée là et de ce mur qui est là, qui est en fait des lambeaux, le reste d'un mur qui a été abattu. Cela se fait par l'intermédiaire d'une dame, Madame Pinero, qui veut construire sur cette parcelle une maison. Elle dépose un permis de construire. La ville ne répond pas. Le laps de temps est dépassé et il n'y a pas d'autre solution pour la ville que d'acheter le terrain de cette dame Pinero. Pourquoi la ville n'a-t-elle pas donné de réponse? Parce que la ville envisage de détruire toute cette partie-là pour construire une rue qui va du pont Saint-Fré qu'elle est en train de construire et qui doit rejoindre la rue du 4 septembre. Mais ça, je vais vous le montrer sur des plans. Donc, elle ne donne pas le permis de construire et la ville se trouve avec ce terrain qu'elle attribue à l'école. Du coup, l'école va pouvoir construire une nouvelle salle qui est là. Alors, le terrain de Madame Pinero, c'est ça. Vous voyez? Et le petit mur qui m'intriguait, il est là. Donc, ici, on est là en ce moment, dans la salle de récréation, qui à ce moment-là, en 1991, comporte une cantine et un petit restaurant. Donc, tout ceci est attribué à l'école et je ne sais pas comment l'école l'a utilisé. Si c'est un lieu d'accueil pour les parents, parce qu'il y avait un gros problème à ce niveau-là. Les parents demandaient un SAS, en quelque sorte. Toujours est-il que maintenant, l'école comporte les salles de classe qui sont là, la salle de récréation qui sont là, une salle de classe qui est là et une autre là. Alors que la population scolaire commence à décliner dans les années 90. Alors, on a résolu presque tous les problèmes, sauf ce problème de façade qui est coincé contre la rue et de l'étroitesse de ce passage. Ça s'explique parce que il n'y avait pas de rue Blaise Castel, ni portant aucun autre nom. Il y avait juste une impasse qui arrivait jusque-là, c'est-à-dire jusque-là, l'impasse du Petit Foirail. Et les habitants réclamaient depuis longtemps que cet espace soit prolongé. C'est fait progressivement à partir de 1938, c'est arrêté par la guerre et réalisé et terminé en 1947 par l'achat à M. Dutu d'une partie de son terrain et par l'abandon par l'école d'une partie de son terrain aussi. Ce qui fait que l'école se trouve avoir juste un petit passage.
La murette est art déco, elle est construite aussi dans ces années 40, 47. Voilà, donc l'énigme est résolue, mais il y a une énigme que je n'ai pas résolue, c'est celle du portail jaune. Parce que sur ce portail jaune, il y a un A et il y a un M, et je ne sais pas ce que représente ce A et ce M. J'ai pensé à Arago-Massé, mais est-ce que l'école Arago-Massé a perdu son portail? Je ne sais pas. Donc si vous connaissez la solution, j'ai donné ma langue au chat, j'ai cherché, vous me direz. Maintenant, je vais vous passer rapidement des photos que j'ai trouvées, qui datent de 1991, au moment où on veut construire la dernière salle, donc celle qui est là, derrière nous, Vignemal, et voilà l'état de l'école. Alors ça m'a posé une question un jour avec André Lissegui, on a regardé cet élément, là on s'est dit mais à quoi ça correspond? Moi j'avais l'impression que c'était un garage. Donc ici vous avez la double fenêtre de la salle Marboré, la porte qui conduit à un couloir très étroit. Là on ne le voit pas, mais c'est l'entrée de l'appartement de la directrice, le garage actuel. Les enfants rentraient donc par là, apparemment. Bon, voilà l'état de cette maison que j'appelle Saint-Romain. En 1991, l'état de la salle où nous sommes, les galeries que je n'ai pas pu dater vraiment, la façade de l'école qui vraiment s'abîme. Et puis en 2003, quand nous sommes arrivés, bien, la façade de la maison était bien abîmée. Là, voilà. Et voilà, les enfants venaient de quitter l'école, donc il y a encore le mobilier scolaire. Non, c'est une des salles de classe. Deux salles de classe ont été réunies en abattant une partie de la cloison. Certains de vous reconnaissent peut-être. C'est le restaurant qui est installé dans une salle de classe du premier bâtiment. Le bureau de la directrice. La salle, c'est donc dans le préau qui s'appelle donc Marboré. La salle où nous sommes, la salle de jeux Pic du Midi. L'autre galerie, c'est Cubero. Et la très belle salle Vignemal. Les petits lavabos et les petites latrines. Le dortoir qui est installé dans la petite maison Saint-Roman. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer quelques photos du quartier si vous résistez. Donc, si on ne part pas de la parure Tourmel, ça rapproche. Voici un plan de Tarbes qui a été adapté d'un plan de 1749, qui est le premier vrai plan que l'on ait. J'ai repassé en bleu les canaux pour qu'on s'y retrouve un peu mieux. Nous sommes quelque part par là, dans des terrains qui sont vacants. Je vais vous montrer d'autres documents qui sont plus parlants. Voilà. Bon, je reviens. On a ici la Cède, le premier bourg, le bourg de la Cède, avec ici la cathédrale qui est là. Le bourg qui n'existe plus du Bourg-Bourguet, le bourg vieux, le bourg neuf, et ici des terrains vacants, campagne, lieu de parcours des animaux, et avec un début d'urbanisation, voilà, qu'on ne connaît pas bien. Donc, en grossissant le bourg vieux, le bourg neuf, les espaces où nous sommes, qui n'étaient pas des espaces vraiment structurés, et ces espaces vacants où nous sommes quelque part par là. Là, on a le canal du Foulon. Bon, alors ça, c'est un plan qui a été adapté de celui-là, qu'on peut voir à la mairie. Donc, vous avez ici le bourg neuf, c'est le bourg Crabé et le bourg qui s'appelle plutôt Navette, je crois. Le pont de la Dour. Ces espaces qui sont qui sont pas urbanisés, qui sont ici à ce moment-là, qui sont arborés. Le canal du Foulon qui est là. Non, attendez, je vous dis. Oui, c'est ça. Oui, il est là, le canal du Foulon qui est là. Bon, on va voir mieux après. Donc vous avez ici, dans le hall de la mairie, une très jolie maquette qui est présentée au public, qui a été réalisée par un monsieur dont les descendants l'ont offert à la mairie. On retrouve le bourg vieux qui est là. Pardon, je vous dis des bêtises. La Cède qui est là, Carrère-Londe qui est là, le Maubourguet qui est là, le bourg vieux qui est là, le bourg neuf qui est là.
Et ces espaces pas très organisés qui sont là, avec ici le monastère, le couvent des Carmes, le canal du Foulon qui est là, et le canal du Tann qui est là. Et nous sommes quelque part par là, vous voyez, en pleine campagne. Pardon? Encore vers le sud, un peu plus vers le sud. Peut-être, oui, un peu plus par là, oui, peut-être, en effet. Bon, et la Dour qui est là. Bon, j'ai pris la maquette d'en haut, donc on se retrouve avec le Bourg-Neuf qui est là, la rue unique qui conduit au pont de bois qu'il y avait sur la Dour pendant un certain temps, le canal du Foulon qui est là, celui du Tann qui est là, et nous, on doit être quelque part par là. Là, je pense que c'est le moulin du pont, je pense. Et ça doit être la rue de la Mécanique par là, et on est quelque part par là. Là, on a le couvent des Carmes, avec leur cimetière. Bon, alors, si on va voir le plan de 1818, donc l'état de section, le plan du cadastre, on a ici le Marcadieu, le Foirail qui est là, qui commence à être un peu urbanisé. C'était un espace ouvert, et on voit qu'à partir de 1755, la ville vend des terrains à bâtir qui vont séparer le Marcadieu du Foirail. Ce sont ceux-là. Là. On va les voir tout à l'heure. La galerie Valera, on va aller tout à l'heure, il est là. La maison de monsieur, le magasin qui va fermer, le Pelé, c'est là. Là, nous avons le quai Stévenet. Voilà. Là, le quai du Foulon. Et nous trouvons cette partie-là. Vous voyez, qui se trouve là, c'est ça. Donc là, vous avez le canal du Foulon. Il n'y a pas de rue Blaise-Castel, et pour cause. Elle est ouverte en 1947, on est en 1818. Nous, on est en ce moment quelque part par là. Bon, voici un plan de 1854, les choses sont plus claires. La Dour, l'avenue de la Marne, tout à fait, voilà. Le Foirail, le Marcadieu est là, le Foirail est là, le Petit Foirail est là, et nous, on est quelque part par là. Et on remarque qu'il y a ici un marché au port. Là, c'est plutôt les animaux, je vous montrerai les photos, et là, c'est les animaux et un peu tout aussi, je crois. Et il y a plein de marchés dans cette ville, il y a aussi la place au balai, mais elle n'est pas encore à ce moment-là visible, et la place au bois, mais on les verra par la suite. Voilà le canal du Foulon, tel qu'il était. On n'a que 2 photos de canaux, je crois. En 1893, vous voyez que les emplacements des marchés apparaissent mieux. Le Marcadieu, le Foirail, le Petit Foirail. Et un autre marché qui s'appelle maintenant, qui correspond à la place Claverie maintenant, qu'on a souvent appelé le Petit Foirail. Avec les implantations industrielles qui ont commencé à s'installer, on est en 1893, usine électrique, usine Claire, il y a différentes installations. On commence à voir, je crois, non pas encore, en 1923, on retrouve le Marcadieu, le Foirail, le Petit Foirail, la place de l'industrie qui est la place Germain Claverie qui s'appelait avant aussi Petit Foirail. Le marché au port n'apparaît pas là, mais là on a par contre la place au Valais qui est là, la place au bois qui est là, et bon voilà, donc voici ces implantations industrielles vues de l'autre côté de la Dour. Alors je ne sais pas trop les reconnaître, je crois qu'il y a une briqueterie, hosto, différentes choses. On se retrouve en 1938, là les canaux sont encore présents, mais on a commencé à les recouvrir ici. On a le canal du Cannes, le canal du Foulon, les 2 Foirail, la place de l'Industrie, et on voit la petite rue, la rue du Petit Foirail, c'est le début de Blaise-Castel. On a commencé par construire une impasse, mais l'impasse n'aboutit pas encore à la place du Foirail. Mais on voit apparaître à ce moment-là non, on ne les voit pas sur ce plan-là. Une photo aérienne, bon, qui nous représente le Foirail avec la construction
d'Edmonlay qui vient d'être détruite, les derniers éléments viennent d'être détruits, la place du Foirail qui est arborée à ce moment-là, Germain Claverie doit se trouver là, mais voilà. Les canaux sont recouverts. Vous avez le canal, le quai Estévenet, là, au-dessus du canal du Tann. Un autre plan, 1968, alors celui-là est intéressant dans la mesure où il nous présente les projets d'éventrement de la ville avec le pont Saint-Fré qui est là, et on projette de construire une grande percée qui va jusqu'aux rues du 4 septembre et au-delà. Et donc cette percée aurait empiété sur la place de l'Industrie, donc la Claverie, et aussi ici, on va le voir sur un autre plan. Plus ici, la rocade qui est envisagée. Bon, voilà donc ce pont Saint-Fré qui débouche ici et qui, vous voyez, empiète ici, et qui, d'où destruction de cette maison de Madame, enfin refus de construction de la maison de Madame Pinero et l'attribution de terrain à Jeanne Larocque. Une vue aérienne, ici on a le Foirail, voici Jeanne Larocque, on n'est pas daté mais on a les années au-delà des années 60. La même chose ici, 1976-77, ça y est, on a Blaise Castel qui arrive sur le petit Foirail. Le cadavre en point qui vient empiéter sur Germain Claverie et qui vient empiéter là sur cette rue-là aussi. Destruction, là vous verrez peut-être, il y a un parking maintenant. Par la suite de la destruction de terrain qui appartenait à la famille Saint-Roman, qui ont été expropriés de toute cette partie-là. Alors quelques vues que vous connaissez sûrement du Marcadieu, de la foule au Marcadieu, et aussi les animaux, l'arrivée des paysans au marché, le départ par le train des animaux qui ont été vendus, la place au bois au niveau des places, la place au balai devenue Montaut. Oui, Broban, et voilà. Voilà. Donc, le projet, c'est donc de 450 places de parking, un espace pour les marchands de volailles et puis aussi des manifestations culturelles. Voici l'état des arbres. Quand ils sont abattus, j'étais très triste parce que j'ai trouvé beau, mais en réalité, ils étaient très malades. Pardon ? Il y a eu des pétitions, voilà. Ils étaient très malades. Voilà, donc ils ont été arrachés. On a aussi démonté tous les trottoirs et on a commencé par les trottoirs et le parking. Alors il y a des matériaux particuliers, mais je ne peux pas vous dire. Donc ça c'est la halle construite par Edmonlay, je ne sais pas en quelle année, qui vient d'être détruite récemment. Et voilà les photos de la destruction. Ce sont des photos issues de la mairie. Hein. Je les ai pillées sur le site de la mairie. La construction de la nouvelle halle due à Joël Perdut, architecte de Rabastens, pour un coût modeste de 799 000 €, financé en partie par l'État, par la ville et par le département. Donc une structure métallique, le maire m'a dit qu'il avait été inspiré par la halle de Vic et qu'il a demandé quelque chose dans ce style-là. Donc on a fait un parapluie métallique, on a fait un petit lanternon. Sur cette structure métallique, on est venu déposer des bois qu'on va recouvrir par des ardoises. Ça, c'est un rappel de la halle Marcadieu. On a vu quelque chose de léger et qui rappelle un peu les structures du 19e. Ici, on est en train de poser le lanternon. Bon, voilà, c'est tout. Pour l'école Jean Massé, donc ça c'est les photos que j'avais prises donc en 2007. Et voilà ce qui s'est passé, destruction en 2021, conservation des bâtiments
enfin de la partie nord de la façade d'accueil. Le projet, que je ne peux pas trop vous commenter parce que je n'ai jamais visité l'intérieur, autour d'une cour ronde comme un patio. On va avoir des bâtiments, des salles de classe au rez-de-chaussée pour les maternelles. Et au-dessus, ce qui est très original, on a aussi des salles de classe pour les classes élémentaires. Et leur cours de récréation se trouve en élévation, au-dessus, tout autour. Si vous allez sur le site de la mairie, il y a finalement, en dehors des photos que j'ai prises, je me suis rendu compte hier soir qu'il y avait aussi le cahier des charges de l'architecte. Et c'est très, très, très développé comme un cahier des charges. Donc, il vous explique que tous ces projets d'inclusion dans le quartier, de créer un milieu clos et protégé pour ces petits, mais en même temps où la lumière entre beaucoup, avec beaucoup de constructions qui sont traversantes. Ici, on a le sud. Il y a ici, donc, on a conservé l'élément principal de la façade ancienne, mais derrière, il y a un sas d'accueil. Il y a aussi un escalier, je ne sais pas dire où il est, qui monte les enfants à l'étage pour leur classe, pour les primaires. Mais à l'étage, il y a aussi plein d'autres choses. Il y a des salles spécialisées pour beaucoup d'activités. Il y a une serre, il y a un pigeonnier, il y a un endroit où on peut faire des petites plantations. Je ne sais pas, il y a beaucoup de salles spécialisées pour la musique et pour différentes activités. Ça a l'air d'être une école tout à fait remarquable. Alors, voici des vues de l'intérieur données donc par la mairie. Hein. Donc on voit au centre le souci de créer un espace clos, protégé, en relation avec la verdure, avec la végétation. Ils ont voulu construire, créer aussi des liens avec le soleil, avec les Pyrénées qu'on peut voir de certains endroits, pas du rez-de-chaussée bien entendu. Une circulation aussi à l'étage, vous voyez, là c'est la salle de récréation, je crois, et on tourne autour, et avec des bâtiments en bois. Alors tout est biosourcé, les matériaux, le bois, il y a une autonomie au niveau du chauffage, de l'électricité, il y a des panneaux photovoltaïques qui sont cachés, on ne voit pas, ils sont sur des toits en V en fait. Il y a aussi de la géothermie, enfin il y a vraiment une recherche très très importante au niveau écologique. Je crois que ça mériterait une petite visite. Alors, l'école des filles n'a pas été détruite. Elle est conservée, elle sera restaurée après, semble-t-il, et probablement attribuée à des associations. Ça pourrait être intéressant pour nous. Après, l'architecte a voulu faire un rappel des galets de la Dours, et en même temps d'Edmond Lay, qui a utilisé le galet. Mais les galets, apparemment, sont comme des moulages de galets. Ils ne sont pas en relief, ils sont en creux. Voilà, c'est un matériau moderne. Mais bon, c'est un rappel qu'on voit ici aussi, vous voyez. Et là aussi. Alors, Jean Massé, pour terminer, voilà donc ce qu'on a dit ce matin. Ces arbres qui sont tombés sur une partie du cloître, pas la totalité en fait, c'est un des 4 côtés du cloître qui a été affecté gravement. Et donc on a fait tomber des arbres, on les a élagués. Et puis il y a eu des études très longues qui ont été faites et très spécialisées sur les matériaux. On a élevé des chauffeurs en eau. Bon, donc il y a eu des travaux longs, très méticuleux, de protection, de restauration, de dégagement des galets aussi, vous voyez. On a recherché les matériaux d'origine et on en a remplacé pour certains. C'était un travail très très spécialisé que je ne vais pas vous commenter parce que ce n'était pas prévu et puis je n'ai pas eu de formation. Bon, là, vous avez vu que l'orangerie étant aussi en grands travaux, on va arrêter là. Voilà, on va arrêter comme ça. Je ne sais pas où ils ont mis les cactés. Les quoi? Oui, les cactés, les plantes grasses. Il y avait une collection de plantes grasses dans le monde. Ah, dans l'orangerie. tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.